que nous sommes dans un monde de haute technologie, donc il y a besoin d'alimenter nos entreprises par de la science et de la technologie, la méthode, des outils. Et puis, ce qui nous vaut d'être particulièrement, spécifiquement sous le ministère du redressement productif, c'est effectivement l'innovation. Donc notre but, c'est d'être effectivement un catalyseur de l'innovation. L'innovation, ça se fait dans les entreprises, mais c'est un catalyseur de l'innovation et avoir une activité importante de soutien au développement économique. C'est-à-dire que vous êtes dans des endroits où on affiche que le soutien au développement économique est une de nos missions. Et donc on a des activités très fournies dans la création de start-up et tout ça. Je vais vous donner quelques chiffres là-dessus. Donc aujourd'hui, c'est 13 écoles, comme j'ai dit, d'ingénierie et de management. 13 000 étudiants, essentiellement, comme on dit dans le jargon, graduate et post-graduate, puisqu'on a 1900 doctorants et post-doc. Ça représente une force de recherche assez importante, 4 200 chercheurs, quand on compte les enseignants-chercheurs, les doctorants, les ingénieurs, et qui travaillent beaucoup avec les entreprises. Au total, nous avons 120 millions d'euros de ressources qui viennent de ressources compétitives, essentiellement de la recherche partenariale. Ça veut dire qu'on finance 50% de notre activité de recherche, ce qui est effectivement un score important. Ça veut dire aussi que nous travaillons de façon native avec les entreprises, tout en ayant des forces de recherche académique au meilleur niveau. Donc nous avons une activité d'innovation et de partenariat industriel importante. Donc c'est 100 nouvelles startups par an, c'est une moyenne de création. Un réseau de 150 PME high-tech, ça veut dire que nous travaillons directement avec les entreprises, notamment les PME. Nous allons effectivement à leur contact pour comprendre leurs besoins. Nous n'essayons pas uniquement de pousser de la technologie vers elles, mais aussi comprendre les besoins. Nous avons 2 instituts Carnot. En France, c'est un label qui récompense les entreprises qui travaillent qui sont financées par les entreprises, pardon, les centres de recherche qui sont financés par les entreprises. Et nous avons de l'ordre de 30 partenariats stratégiques avec les entreprises internationales dans tous les domaines. Alors, ça c'est la couverture nationale. Effectivement, une implantation dans beaucoup de régions. Donc ça, c'est transparent. Un mot sur la présence internationale. Nous avons une présence alors très forte avec le recrutement. Pour nos ingénieurs et managers, de l'ordre de 35% sont des étudiants étrangers, qui viennent d'à peu près de tous les continents, Amérique latine, Amérique centrale, Afrique, Europe, Chine, et puis nous développons l'Inde actuellement. Et puis, nous avons donc énormément d'échanges, comme cela, d'échanges d'étudiants, double diplôme, etc. Et nous avons aussi une présence dans ce qu'on appelle des hubs, c'est-à-dire des points de présence pour aider nos entreprises à aller sur les marchés. Donc, nous avons un en Californie, nous en avons un en Tunisie, un autre à Moscou. Tiens, Moscou était peut-être un peu trop à droite, là. Un autre à Singapour. Et puis, nous sommes en gestation sur le développement de relations de ce type-là en Chine et également en Turquie et au Brésil, enfin en Amérique latine, dirons-nous. Et puis, nous avons effectivement un certain nombre de relations en Europe avec toutes les KIC, qui sont des partenariats entre des nœuds européens, pour aller, disons, de la technologie, de la science, de la formation vers le business. Et puis, ITEA, qui est un grand programme européen Eureka. Donc le premier élément de la vision, c'est le fait que le monde est en métamorphose aujourd'hui et le numérique en est la cause principale, puisque c'est le numérique qui enclenche tout ça. Donc on est sur une trajectoire de complexification, bonjour Karine, complexification de la société humaine, qui se poursuit, et on est sur le point de faire un saut cognitif lié aux sciences et technologies du numérique. Donc ça enclenche une forme de spirale évolutionniste qui démarre. Ça a démarré il y a quelques dizaines d'années, en s'appuyant sur la plateforme numérique, c'est-à-dire toutes les infrastructures du numérique qu'on a construites dans la deuxième moitié du siècle dernier. Le développement, on appelle ça du machine-to-machine, le développement des automates, l'importance des contenus, des usages, et aussi le développement des compétences, qui est le deuxième, avec la technologie, le deuxième booster de cette évolution. Donc on est en train de faire émerger une société nouvelle qui va nous amener à des formes de coévolution entre l'humain, les machines et l'humanité, globalement. Et c'est pour nous ça un des enjeux.
Alors cette métamorphose numérique, c'est une vraie métamorphose au sens où elle est en train de transformer l'ensemble de la société. Après les 3 premières grandes métamorphoses qui sont signalées là, vous aurez les transparences sur le sujet. Donc ça se traduit par un secteur de l'information et de la communication qui devient surpuissant, à la fois dans son potentiel technologique, potentiel d'usage, et toute l'actualité aujourd'hui autour du numérique, des données, de l'information montre que c'est un des points vitaux de l'évolution. Et ça nous entraîne dans des ruptures majeures dans la façon dont nous vivons. Nous concevons, nous produisons, nous vendons, nous vivons, nous apprenons. Et bien sûr, ça impacte non seulement donc, ce secteur du numérique, mais aussi tous les autres secteurs, de l'énergie, des transports, de la construction, de la finance, de la santé. Il n'y a pas aujourd'hui de secteur d'agriculture, il n'y a pas aujourd'hui de secteur d'activité économique qui n'est pas impacté par cette métamorphose numérique. Et dans le même temps, et c'est j'allais dire la conséquence à la suite de l'ère industrielle, de l'ère industrie du commerce qui se termine, eh bien, on se pose des problèmes importants pour continuer un développement de transition énergétique. Donc, comment arriver à trouver des sources d'énergie durable? Il y a du potentiel qui nous vient de là-haut, il faut le transformer, le réaliser. Et nous avons aussi une autre transition à assumer, qui est la transition écologique. Bon, à la fois parce qu'on a des évolutions climatiques que vous connaissez, et puis parce que même si on réussit à trouver toutes les énergies qu'il faut venant du soleil à les créer, eh bien on aura de toute façon le problème de la gestion des ressources naturelles que nous sommes en train d'épuiser. Donc nous sommes donc numérique, métamorphose numérique, transition énergétique, transition écologique. Eh bien c'est exactement ce qui sous-tend, alors on l'a constaté, on l'a voulu, je ne sais pas, ce qui sous-tend la création de l'Institut Mines Télécom. Il y a l'association des écoles des mines sur l'énergie, l'environnement, et des écoles des télécoms qui étaient sur le numérique. Bon, je vous ai mis ça dans vos transparents. Je vais lire que les premiers titres. L'impact de tout ça est énorme sur la nature des richesses. On produit, personnellement je ne suis pas pour la décroissance, parce qu'on produit de nouveaux types de richesses qui sont des richesses immatérielles, dont on fait grande consommation, services, contenus, etc. On change la nature entre les objets et les services. Le marchand, on était non marchand pendant très très longtemps. Avec la révolution industrielle, on est devenu marchand, et maintenant on va aller vers des nouveaux équilibres marchand-non marchand. On change la texture du lien social. On change l'organisation même de l'économie. On va changer, c'est la métamorphose qui affecte aujourd'hui nos structures cognitives, la façon dont on les langages, nos modèles, nos apprentissages. Et puis on change la façon dont on va faire de la science. Aujourd'hui, la biologie ne serait pas celle-là s'il n'y avait pas du numérique. Je parle, il y a un certain nombre de spécialistes. Donc on est en train effectivement de changer tout ça, et ça va nous poser des questions tout à fait fondamentales que je ne vais pas détailler là parce que le temps est un peu court. Mais on va changer, on est en train de se reposer le problème du projet humain à travers toute cette évolution. Donc ça, c'est la réflexion que nous faisons derrière. Et nous développons dans l'Institut une stratégie qui, dans ses objets, n'est pas hyper originale, parce qu'il y a de la formation, de la recherche, de l'innovation, mais c'est de dire, nous voulons former les ingénieurs et les managers pour les décennies à venir. Et nous insistons sur ingénieurs et managers parce que cette formation qui est pluridisciplinaire est extrêmement, je pense, importante et en phase des enjeux d'aujourd'hui. Donc ça, nous le réaffirmons, alors que le modèle mondial, nous dit-on, est universitaire. Nous pensons qu'il faut continuer à développer ce modèle. Nous voulons répondre, deuxième chose, aux enjeux scientifiques, techniques, mais aussi d'usage et d'organisation d'une société en métamorphose. Donc associer les quatre est pour nous extrêmement important, ce qui explique qu'on a des chercheurs en sciences humaines et sociales à côté de nos chercheurs dits des sciences dures. Ensuite, nous voulons continuer à développer ce rôle de catalyseur dans le développement économique, tout simplement parce que notre pays en a besoin. Et puis c'est là aussi que l'innovation se forme. Et devenir un acteur mondial, parce que dans le monde d'aujourd'hui, avec les mouvements d'étudiants, les mouvements des entreprises, tout le nécessaire apprentissage que l'on a, on parlera de la ville en France, en Europe, dans le monde, dans les pays en émergence, eh bien, il faut être capable de sentir tout ce mouvement. Et c'est pour ça que nous voulons continuer notre travail pour devenir un acteur mondial. Bon, donc ça fait une stratégie de recherche et d'innovation qui est relativement simple,
qui est de dire, bon, il nous faut, pourquoi une vision? Parce qu'il nous faut anticiper, comprendre, anticiper et agir dans cette transformation de société, pas uniquement produire de la science et de la technologie. Il nous faut développer de nouveaux types de coopération, de recherche et développement. Nous avons l'habitude de travailler avec les centres de R&D des entreprises, hein, mais là, il faut aller plus loin, hein, parce qu'il faut effectivement partager les visions et l'écoute des besoins qui sont de plus en plus transversaux ou pluridisciplinaires. Hein. Et donc, ça va être notre... Voilà. Merci. Et dernière chose, le travail avec les grandes entreprises, mais aussi les PME, les ETI sont, on le sait aujourd'hui, très importants pour cette capacité de création, de tests, d'échecs, etc., d'innovation. Donc nous voulons aussi travailler de façon très proche avec ces PME, ces ETI, et nous le faisons, nous voulons continuer à le développer. Donc on travaille dans 5 grands domaines, hein, qui sont le domaine du numérique, le domaine de l'énergie, le domaine des matériaux, de l'environnement, et un domaine que nous appelons industrie et société. C'est là où nous avons nos chercheurs spécialistes des usages, de l'économie, de l'innovation et du management. Et tout ça fait un bel ensemble, puisque les interfaces entre tout ça se développent. Le numérique avec tout ça impacte, c'est naturel, mais les matériaux et l'environnement et l'énergie, il y a aussi des recherches pluridisciplinaires qui sont extrêmement intéressantes, et aussi avec le domaine des sciences humaines et sociales. Donc on a ces 5 grands domaines, et avec leur richesse propre, et aussi des capacités de pluridisciplinarité qui sont importantes pour répondre aux besoins de la société. Et nous avons 2 secteurs d'application, hein, santé et transport. Nous avons un tas de secteurs d'application, mais ceux-là sont très forts. Hein. Ça veut dire que nous n'avons pas de spécialistes de la recherche en médecine. Par contre, nous leur apportons, aussi bien venant du numérique, des matériaux, du domaine des sciences humaines et sociales, un certain nombre de compétences, hein, pour travailler sur les problèmes alors c'est beaucoup anglo-saxon, l'aging, silver economy, la médecine, la santé, l'autonomie. Nous travaillons aussi dans le domaine des transports, notamment pour leur apporter du contrôle et de l'intelligence. Et puis nous sommes en train de rassembler, de travailler sur un 3e secteur qui est tout le secteur de l'engineering, avec la production, les process, tout ce qui est supply chain, système d'information, hein, qui vont être un secteur d'application aussi important et pour lequel nous avons des compétences. Alors comment on travaille? On travaille donc dans chacun de ces domaines, nous avons un certain nombre de priorités. Là, vous avez la priorité pour le monde numérique. Et puis, nous sommes définis un certain nombre de programmes transversaux qui vont répondre à cette vision et cette analyse du besoin de transversalité entre des équipes de différentes compétences. Nous nous sommes donnés, pour les 4 à 5 ans, là, 7 programmes transversaux à lancer. Le premier est celui des villes intelligentes et durables, dont on va parler aujourd'hui. Le deuxième est sur la santé, la longévité et la qualité de vie. Le troisième sur tout ce qui est risque, sûreté et sécurité, hein, qui sont des recherches originales qu'on trouvera d'ailleurs, qui sont vraiment développées dans nos écoles spécifiquement. Et puis en gestation, pour des lancements en 2015, 2016, 2017, il y a tout ce qui est de la transition énergétique. Donc il y a déjà beaucoup d'activités, mais nous voulons en faire un programme plus fort. Tout ce qui concerne l'évolution de l'entreprise ouverte, numérique et durable, hein, qui va aussi considérablement se transformer. Le domaine de l'économie, des usages, des business models et de la régulation de l'innovation. Hein. Et puis, last but not least, comment revisiter toute la production, l'organisation de la production industrielle, durable, hein, puisqu'on a vu que la transition, notamment écologique, va nous demander de revoir complètement, comme un système, l'organisation de notre production industrielle. Donc on en vient à la ville. Pourquoi donc avons-nous mis en priorité ce programme sur la ville et la création de ce concept Futuring Cities? Donc la première chose, c'est qu'effectivement, la métamorphose numérique est en train d'impacter tous les secteurs qui concernent la ville. Hein, c'est ce que veut dire cette fleur. Hein. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, nous avons donc un think tank dans l'Institut Mines-Télécom, donc on fait du travail de prospective. Ce think tank s'appelle Futur Numérique, et on se dit qu'il est temps, à nouveau, pour reprendre, on est dans les télécoms, une chanson de téléphone, du groupe Téléphone, il est temps à nouveau de se repositionner parce qu'on est dans cette phase de métamorphose et de transition. Donc il faut penser les avenirs comme des ruptures, hein, c'est ce que nous dit la prospective,
des ruptures structurelles qui sont en train de se faire dans l'organisation de tous les réseaux, mais aussi l'organisation de la ville, de l'entreprise, l'évolution du lien social, etc. Et à la fois structurelle et fonctionnelle. Hein. On pourrait faire des mélanges entre la sélection naturelle et la marque. Donc les individus sont en train de se former, nous les personnes, on est en train de se transformer, nos compétences sont en train de se transformer, la coopération, toute la fonction de coopération va devenir plus encore importante, extrêmement importante. Et là-dessus, on va avoir des ruptures liées par cette transformation. Ensuite, il faut rendre possible ce futur en travaillant dessus. Hein. Donc, réfléchir aux avenirs et travailler sur le futur. Donc, en associant les potentiels liés au monde physique, liés au monde du numérique, liés au monde du vivant, de l'intelligence, hein, notamment de la ville. Favoriser les évolutions fonctionnelles adaptatives. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on ne peut pas dire la ville dans 30 ans sera comme ça. Hein, c'est trop complexe. On peut dire que les fonctions de la ville vont se transformer. Il faut que ces fonctions elles soient adaptatives, hein, de façon à, en fonction justement de ces chemins d'évolution, ces trajectoires, pouvoir s'adapter. Et pour faire ça, pour y travailler, il faut effectivement concevoir, innover, expérimenter, hein, adapter, remettre en question ce qu'on a fait. Hein. On pensait, il y a 10 ans, on pensait la ville comme ça, on allait dans cette direction, puis on se rend compte que finalement, le cycle d'évolution, d'adaptation fait qu'il faut évoluer. Donc, il faut rendre possible ce futur en travaillant. Et puis, je pense que c'est comme ça qu'on va nourrir globalement le projet humain, parce que vous savez que la ville, ça a une importance évidente pour tous ses habitants, les nomades qui passent à travers, mais ça va être de plus en plus le lieu de production économique, hein, le lieu de gouvernance essentiel. Les villes, je parle de villes et des territoires qui sont associés. Donc, on a dans le développement de la ville, on joue aussi le développement de notre pays. Et donc, il faut développer les moteurs de pensée et d'intérêt collectif. Ça va être critique parce que la coopération va être un des points clés, hein, du potentiel d'évolution. Et aussi comment, en faisant tout ça, parce qu'on peut faire de grands systèmes de traitement de données, de tableaux de bord, etc., il faut aujourd'hui toujours situer l'humain, hein, son rôle. Voilà ce que nous amène notre travail prospective. Donc, on en tire la chose suivante, que la ville, d'abord, c'est un système qui est hyper complexe, au sens, c'est un système de systèmes, il y a un tas de systèmes dans la ville, il faut les faire travailler ensemble. Il est évolutif, il est multi-échelle, hein, aussi bien dans les tailles, les lieux que dans le temps, hein, puisqu'il faut planifier des choses à 30 ans, à 10 ans, à 5 ans, à 3 ans, etc. Et il est ouvert. Définitivement, aujourd'hui, ce qui caractérise nos systèmes, c'est qu'ils sont ouverts, ils interagissent, ils sont ouverts au sens de Prigogine. Ces composants ou ces systèmes verticaux sont en rupture, c'est-à-dire qu'elle est faite, c'est un système de systèmes, et chacun de ces systèmes, hein, il est en forte évolution aujourd'hui, à la fois parce que les technologies propres de ce système, par exemple de l'énergie, évoluent, hein, et puis le numérique vient aussi modifier tout ça. Et le numérique joue un rôle, alors tout le monde l'a compris, tous ceux qui sont ici l'ont déjà compris, ils sont déjà lancés dedans, hein, parce qu'il agit à tous les niveaux. Il crée des capacités de sensing et de monitoring au sens de l'interaction entre le monde physique et le monde numérique. Hein. On met des capteurs partout et des actuateurs qui vont permettre d'agir sur ce monde physique. Il densifie les interactions. On le vit aussi tous les jours, aussi bien au travail que dans notre vie privée. Il favorise le nomadisme. On pourra élaborer là-dessus cet après-midi d'ailleurs sur les tiers-lieux. Et il ouvre une implication plus forte des citoyens. Parce que ces citoyens ont ces capacités d'interagir, d'agir, de dire, de participer. Donc ça devient, c'est effectivement un point très fort d'évolution. Et donc, on a besoin pour ça d'une approche globale pour travailler qui intègre bien sûr les technologies, mais aussi qui introduit les habitants, hein, les habitants ou ceux qui passent, les nomades, dans la production de la ville du futur. Ça, c'est un point très fort pour trouver une nouvelle place de la ville et des territoires dans l'évolution du monde. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les grandes villes entraînent un territoire autour d'elles, c'est évident. Hein. Comme je disais, je pense que ces ensembles, hein, quand on voit des ensembles de l'ordre de millions d'habitants, dans d'autres pays, c'est des dizaines de millions d'habitants, on voit bien que l'évolution et la compétition va se situer souvent à ce niveau-là. Cette vision, on l'a poussée.
on s'est dit, en fait, et c'était au début, le début de la réflexion, c'était de dire, dans les écoles des mines et des télécoms, il y a une richesse d'équipes qui travaillent sur des sujets qui concernent la ville, hein, notamment sur tous les verticaux. Hein, vous posez des problèmes de qualité de l'air, vous avez au moins deux équipes dans l'Institut Mines Télécom qui travaillent, une à Douai, peut-être une autre à Alès, etc. Et on s'est dit donc, les verticaux, il y en a. Maintenant, il faut prendre les choses de façon globale et où vont se trouver les leviers transversaux qui vont nous permettre de bouger. Donc, on en a isolé 3. Hein. Alors, quand je dis « on », ça veut dire qu'on a travaillé avec un certain nombre de partenaires, hein, de Futuring City, qui vont être présentés tout à l'heure. On en a travaillé depuis 1 an. Hein, on se voit régulièrement. Et on en a trouvé 3. La première, certains disent données, hein, c'est la création d'une ville numérique qui est riche en données et fluide et intelligente. Hein, c'est un véritable enjeu. Et je le dis, la ville apprenante, hein, puisque on ne pourra pas bâtir comme on bâtissait jadis des réseaux. Hein, on fait une grande architecture et on déploie. Hein. Il faut que cette ville, elle va vivre, elle va évoluer, elle va comprendre, puisqu'on est au début de la métamorphose numérique, elle doit donc être apprenante. Le deuxième levier que nous avons isolé, on l'appelle l'empowerment, on n'arrive pas encore à bien le traduire en français, capacité d'agir, disent certains. C'est la création d'un cadre qui permette aux acteurs de participer, de créer, d'agir. Hein. Et donc, on l'appelle la ville coopérative. Le troisième tourne autour de la modélisation. Hein. Moi, j'appelle ça le double numérique de la ville. Ça veut dire que non seulement on va faire un modèle 3D très puissant, très détaillé de la ville, mais sur ce modèle 3D, on va ensuite pouvoir greffer un certain nombre de simulations jusqu'à aller vers, j'ai mis le mot jeu, vers la capacité, lorsqu'on aura atteint un niveau de maturité suffisant pour ces plateformes de modélisation et de simulation, à nous donner la capacité de soit jouer sur le futur, dire si je fais ça, comment ça se passe, etc., soit même jouer sa vie dans la journée, hein, c'est-à-dire se servir de ce double numérique pour être capable de planifier un certain nombre de choses, de prévoir un certain nombre de choses, d'accéder à l'information, bien sûr, et tout ça. Donc, ce double numérique, on n'est pas encore à Matrix, mais c'est ce chemin. Enfin, j'espère qu'on n'ira pas jusqu'à Matrix, mais on aura les outils pour pouvoir choisir, je l'espère. Donc, c'est ce double numérique. La ville coopérative, donc permettant, dans notre conception, de prévoir que les utilisateurs, les créateurs de la ville puissent être toutes les parties prenantes. Bien sûr, les services, les élus, les entreprises et les habitants. Et puis, cette ville apprenante, hein, tout le monde sait qu'on a des données, on va en produire des tas, on se préoccupe de ce qu'on va en faire, comment on va les faire, quelles vont être les menaces pour la privacy, etc. Mais derrière, il y a tout le développement, hein, des services qui vont y être associés. Donc ça va être un point vraiment important, structurant du travail, et puis en même temps, alimenter ce qu'on appelle les verticaux, hein, transport, bâtiment, énergie, etc. Donc à la fois en apportant les technologies et les outils qui sont développés dans nos laboratoires et dans d'autres laboratoires en France et de par le monde. Hein. Ensuite, la connaissance et la modélisation, hein, puisque une fois que vous avez analysé, compris, étudié, après, il faut être capable de mettre ça en termes de modélisation et de simulateurs qui vont nous permettre de rendre ces connaissances opérantes. Et puis, ne pas oublier tous les aspects économiques, usage et régulation. On sait par exemple que la transition énergétique, c'est parti, mais on sait aussi que ça va coûter cher, hein, très cher, et de se poser les questions de qui va avoir les moyens d'investir, avec quel modèle économique. Et donc, nos objectifs donc, sont relativement, on a essayé de les synthétiser ici, rassembler pour travailler à décloisonner les problématiques globales. Hein. Vous heurtez tous forcément à ce problème de cloisonnement, parce que c'est pas facile, hein, de sortir d'un domaine de compétences que l'on a bien établi à se remettre en danger, à travailler avec d'autres et globalement imaginer comment les choses peuvent se faire. Donc pour ouvrir de nouvelles solutions et favoriser ces démarches apprenantes. Hein. Donc, et pour ça, utiliser les leviers de complémentarité et de synergie des évolutions économiques
sociale et technologique. On ne peut plus séparer comme on le faisait avant. Une technologie permettait on concevait et on voyait quels étaient les impacts économiques pour pouvoir le réaliser et éventuellement social dans leur usage. Là, effectivement, il faut travailler en parallèle sur ces dimensions et puis se favoriser la réappropriation de l'espace urbain par les collectivités et les citoyens et créer des espaces de développement économique. Ça veut dire que effectivement, il va falloir, je pense que cette transformation, cette évolution, il va falloir la comprendre, la vivre en la faisant. Hein. Et donc, c'est important dans les solutions qu'on vous présentera ensuite, après la table ronde sur Futuring Cities, on va prendre en compte ce point-là, on appellera ça des City Labs. On s'est posé la question avant de vous faire la présentation en disant mais dans notre tête il y a énormément de choses. Hein. Qu'est-ce que Futuring Cities? Quel est cet objet que l'on vous propose? Donc ça a une forme de think tank qui est coopératif, tourné vers l'action et l'expérimentation, parce qu'on peut produire énormément de pensées et de papier, mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, ça nous serve de support à l'action, à l'expérimentation, et cette action et expérimentation nous permettant aussi, je pense, de mieux penser. Donc, on ne sait pas encore bien, on a osé le Action Tank et Living Lab, qui est une notion plus répandue. Donc, l'idée, c'est de rassembler des chercheurs, des experts, des conseils, des acteurs des collectivités, de l'entreprise, des acteurs d'entreprises aussi bien industrielles, de services, pour ensemble réfléchir et travailler et proposer. Avec, on proposera de réfléchir, d'écouter, de partager, d'associer nos expériences, parce qu'on a constaté que beaucoup de collectivités étaient déjà lancées à pleine vitesse dans cette transformation du numérique. De s'autoriser à avoir une vision de long terme, c'est-à-dire de temps en temps dire « oui, mais si on pousse ça nous mène où ?» Et je pense que c'est très important pour éclairer le présent, les décisions présentes, de regarder les ruptures en cours, et de les questionner, de voir leur effectivité et les informations qu'elles nous amènent, de mener des recherches sur le futur de la ville, de mener des activités de recherche et développement, c'est-à-dire avec les entreprises, pour pouvoir concevoir, implanter des solutions. Et je pense qu'il est très important de considérer l'avancée internationale, un certain nombre de solutions existantes. Mais il faut absolument qu'on récupère notre autonomie sur ces solutions-là, pour pouvoir non pas concevoir dans le futur une ville déterminée par les solutions, mais pouvoir trouver les solutions adaptées aux villes que l'on veut faire. Ça nous semble extrêmement important. Innover, expérimenter, et puis aussi élargir le regard de la France, Europe et dans le monde. C'est à la fois très important en soi, de comprendre toutes les évolutions culturelles et les expérimentations qui sont faites dans le monde, et puis c'est aussi très important pour nos entreprises, grandes entreprises et PME qui travaillent sur ces marchés mondiaux.